Mais à mon tour de vous saluer tous. Donc moi je suis Quentin Bulette, je travaille à la Haute École de la province de Namur avec notamment Muriel Lullière que vous avez eu l'occasion d'entendre tout à l'heure. Et donc notre participation dans ce projet IT for Anxiety, c'est surtout autour de la formation. Mais il y a aussi un deuxième axe, c'est de nous intéresser à la notion de référent en e-santé ou d'e-référent comme on l'entend parfois aussi. Et donc voilà, alors l'e-référent c'est un peu une espèce en voie d'apparition à laquelle je vais vous proposer qu'on voilà, on parte à sa découverte, à sa rencontre dans la table ronde que nous allons avoir l'occasion de faire maintenant. Alors, je vous présente rapidement nos invités pour cette table ronde. On a tout d'abord Laurence Fontarmand, qui, je vais peut-être dire des bêtises, mais qui travaille surtout dans le domaine de la sociologie de la santé, donc avec une approche très macro de la santé, voilà, qui dirige une série de projets de recherche en la matière, c'est juste ? Exact. Voilà, partiel mais juste. Et alors qui peut-être devra partir à 16h30, donc si elle s'en va, c'est pas qu'elle s'ennuie ou qu'elle est fâchée contre nous, c'est parce qu'elle a un train à prendre, donc voilà. Également Soyoon qu'on a déjà entendu tout à l'heure, donc je ne présente plus, ancienne infirmière et présidente de Shared Patient Experience. Voilà. Thierry Vermeuren, docteur en psychologie, en philosophie, docteur en philosophie, chargé de cours à l'ULG et aussi PDG de Patients Numériques, c'est ça la plateforme Patients Numériques, donc qui est une plateforme, une communauté en fait, qui regroupe plus de 65 hôpitaux, je pense, sur voilà, sur la numérisation du soin, on peut dire ça comme ça, voilà, et qui d'ailleurs tient son congrès pour faire un peu de pub le 13 octobre, donc si vous n'avez pas... enfin, annulez tout ce que vous avez prévu. Ah, c'est sold out, ah ben c'est foutu, ce sera pour l'année d'après. Et alors on avait aussi d'autres intervenants, mais on a Madame Leroux qui n'est pas là, et donc Marine Jacquen va la remplacer. Alors Marine Jacquen est docteur en psychologie, assistante de recherche au CNP Saint-Martin, donc le leader du projet, et nous fera aussi quelques commentaires sur cette notion de e-référent ou de référent e-santé. Et alors, je vous ai dit que c'était une espèce en voie d'apparition, eh bien on en a trouvé une quand même. Et donc je vous présente Martina Bartino, qui est référente e-santé. Et donc je vais proposer qu'on commence. Vous pouvez l'applaudir. Et je vous propose qu'on commence. Voilà, je vais d'abord donner la parole à Martina pour qu'elle nous explique un peu voilà, qu'est-ce que c'est en fait ce référent e-santé, d'où ça vient, comment c'est apparu, qu'est-ce qu'elle fait de son quotidien, à quoi ça sert, et puis on pourra avec nos invités commenter ces aspects. Donc Martina, je te cède la parole. Merci. Okay, yes, thank you very much for that nice introduction. Yes, my name is Martina Bettino. I'm a psychologist by trade, and I started being an e-mental health referent at the beginning of this year, developing from the IT for Anxiety project. I've been working in e-mental health for a long time, and have been part of the development of e-mental health solutions in our hospital, being more of a researcher, and well, in this process we learned a lot about e-mental health in general, and while the corona pandemic was processing and just taking over, there were more questions about e-mental health in our hospital, things like video conferences for patients, and are there any other e-mental health solutions if patients can't attend outpatient services, all these kind of things, and we just found out that there is a lack of information, and this lack needed to be filled in a way. So my first aim as an e-mental health referent was to find solutions for these problems, or to have ideas on how to find the right video conference tool and stuff like that. So we started with that, and from that progressing we developed manuals to use them, because that was not quite easy for the colleagues, and also budgeting was a big point. So how do we, how much does it cost, how do we finance it, all these kind of things, and of course bringing tools, patients
and health professionals together and using them properly, because there is a gap of patients that we of course have to first give it to the health professionals, then they will give the tool to the patients. And how do we deliver that? How can we just keep that running? And so as we progressed, we found that this strategy is working quite well and is taking a lot of our time. And also there were more research questions coming on, so we build up a working profile for me especially. That was helping a lot. So my days are normally filled with getting requests from startups asking if we could implement their tools, and looking at research opportunities. So are there any kind of interests in our clinic for these kind of tools, as well as having colleagues asking if they could use a certain tool, how they use it, and discussing that with them, as well as if we think that there is a tool that should be implemented, getting in contact with patients and health professionals to implement the tool in our clinic, and designing research questions and studies, and more or less informing people about things, discussing things like this, and finding a kind of guideline for the clinic for their e-mental health identity in a way. Yeah, so I think that would be what I do. Merci. Merci Martina. Alors voilà, on a entendu finalement la pandémie comme un peu un accélérateur, comme un peu un facilitateur, et puis du coup, une chose en entraînant une autre, finalement c'est Martina qui devient la facilitatrice aussi de cette voie d'entrée dont on a parlé dans la table ronde précédente. Je ne sais pas parmi mes intervenants qui ont envie de réagir à ça, donc à cette première question qu'on avait formalisée, mais enfin, voilà, pourquoi, selon votre expérience, faut-il créer un e-référent par institution? Ça inspire lequel d'entre vous? Thierry. Merci. Si on regarde la maturité d'un hôpital, d'un point de vue de l'innovation de la technologie, on peut regarder quelques points. Y a-t-il dans un comité de direction hospitalier un responsable technologique? Y a-t-il au niveau d'une direction médicale une compétence technologique? Le troisième point, c'est y a-t-il un ou des référents, des e-référents au niveau de l'institution? Ce sont vraiment des points de mesure qui permettent de voir si l'institution hospitalière, et moi je m'occupe de transformation numérique d'institutions hospitalières, arrive à un niveau de maturité qui lui permet d'intégrer correctement la technologie. Alors cet e-référent, c'est véritablement une fonction clé dans la mesure où on vient d'un monde technologique extrêmement fermé, où l'hôpital opérait un plateau technique, un dossier patient et des applications de gestion. Ça, c'est le monde d'avant. Et puis le monde d'aujourd'hui, c'est soudainement des centaines, voire des milliers potentiels d'applications, de logiciels, de hardware qui peuvent impacter l'hôpital à tous les niveaux de son fonctionnement. Une espèce de tsunami technologique qui le noie. Et donc on a besoin de gens qui soient capables de faire le tri, non pas qui vont apprendre à trier des milliers d'applications, mais plutôt à interroger les utilisateurs dans leur vécu de tous les jours par rapport à leurs besoins. Parce que clairement, quand on fait une étude comparée sur un segment technologique, quel qu'il soit, on n'a pas une solution, on a des dizaines de solutions. Et donc il faut arriver à faire le fit, à faire le rapprochement entre le besoin et la solution. Et c'est vraiment une chose sur laquelle on commence à recruter. Enfin, moi j'ai l'occasion de faire des descriptions de fonctions et des recrutements. Et c'est vraiment un métier qui commence à apparaître avec le contre-effet qu'on essaie de marier un peu l'eau et le feu. L'eau étant le milieu technologique et le feu étant le milieu de la santé. Qui ne sont pas deux mondes qui étaient spécialement faits pour se rencontrer. En termes de timing, en termes de valeur, en termes de volonté, en termes d'intérêt. À titre d'exemple, en Belgique, dans un des gros hôpitaux bruxellois, on a implémenté un dossier médical de nouvelle génération, une solution américaine qui s'appelle EPIC, qui est le tout haut de gamme en termes de dossiers patients. Ils ont extrêmement difficile de recruter des soignants
pour venir faire le job de e-référent, d'analyse fonctionnelle. Ça ne m'empêche qu'un soignant, il veut soigner. Il ne veut pas spécialement s'intéresser à la technologie. Donc il y a tout un travail, et je me réjouis dans le projet ici, Anti4Anxiety, on ait la volonté de développer les formations. Il y a tout un travail de développement de la compétence. Parce qu'il n'y a rien, très peu dans les métiers médicaux qui sont faits pour transformer le praticien, quel qu'il soit en termes de soins, vers un praticien médico-technologique. Merci. Oui, la question c'est faut-il créer un référent par institution? La réponse est oui. Pour moi, la réponse est oui. Pas seulement par mon expérience, parce que je n'ai pas d'expérience du terrain hospitalier ou du soin. J'ai une expérience de recherche. Et mon expérience de recherche en e-santé me fait dire, comme l'introduction de cette journée l'a dit, où est notre collègue Au bar, non, bon. Elle nous a montré, excusez-moi, Saban. Déborah, oui, je ne la vois pas, excusez-moi, Déborah. Déborah nous a montré en fait comment évolue le CCOMS en santé mentale. Il évolue parce qu'il est dans un cadre qui est celui de l'OMS, la e-santé mentale. Et là, moi, ce que je voulais dire, c'est que quand on me pose une question comme ça, et je dis oui, c'est parce que nous sommes dans un monde qui inévitablement va vers le numérique. Nous avons un contexte socio-politique et socio-culturel qui est celui du numérique. Ce n'est pas seulement dans l'institution hospitalière qu'il faut des e-référents, c'est dans toutes les institutions. Parce qu'il y a des politiques qui sont des politiques européennes, donc au-delà de nos périmètres de pays, les uns les autres, il y a des politiques européennes qui ont commencé déjà il y a quelques années, et notamment il y a le programme Europe numérique 2021-2027, il y a la stratégie Europe 2020, il y a la boussole numérique 2030, enfin tout un contexte qui donne des moyens et qui ancre la société européenne dans un contexte du digital. Alors inévitablement, ce digital, il nous vient d'en haut, il nous est imposé, et nous devons, nous en tant que professionnels, faire face à ces difficultés. Et j'ai retenu de notre collègue e-référente qui disait il nous faut une identité en e-santé. En effet, il nous faut une culture en e-santé, elle doit être ancrée, et il ne faut pas oublier qu'elle nous est imposée. Si nous ne le faisons pas, eh bien, nous allons en payer le coût, les frais, les patients vont en payer les frais. Voilà un peu ma réaction immédiate à cette question. Faut-il un référent par institution? Voilà, il y a d'une part l'OMS, parce qu'elle s'occupe de santé au niveau international, qui le dit, mais il y a aussi les politiques, donc c'est très descendant. On ne nous a pas demandé notre avis, quand ça se fait dans les commissions, au niveau de toutes les instances européennes, on ne le sait pas vraiment. On se demande pourquoi tout d'un coup il y a une pandémie, et tiens, il existe le télétravail, il existe la e-santé, enfin il existe le digital, mais tout ça c'est déjà programmé et inévitablement nous devons y aller. Difficile tâche que de résumer ça, mais j'entends Thierry nous dire à la fois ce serait un signe de maturité d'une institution que d'en être à avoir un e-référent. Et en même temps, j'imagine qu'il ne suffit pas d'avoir un e-référent qu'on a vite trouvé comme ça au coin de la rue pour dire voilà, notre institution est mature. Donc ma question c'est, finalement, en arrière de tout ça, comment on choisit cet e-référent? Parce que c'est une sorte de super-héros, si j'ai bien compris, qui doit marier l'eau et le feu, même Batman s'y est emmêlé les pinceaux. Et donc, il doit marier l'eau et le feu, il doit aller auprès du clinicien et donc auprès des patients pour voir finalement quels sont les besoins, mais en même temps, il doit pouvoir s'adresser au management de l'hôpital pour aller tirer des sous pour qu'on accepte d'eux. Il doit parler à des startups qui font pression pour rentrer. Donc c'est qui ce e-référent? Il ressemble à quoi? On le trouve comment? Voilà, peut-être So Young. Je voudrais commencer par une petite anecdote, mais je pense que, est-ce qu'on doit revenir en arrière? Non, forcément. Est-ce qu'il faut un e-référent? Oui, on est tous d'accord, autrement on ne serait pas là ici aujourd'hui. Donc la réponse est oui. Par contre, dans ma modeste réflexion, je pense que tout ce qui a trait à l'e-health, il y a une question de temporalité.
La technologie, je vous ai dit tout à l'heure, a toujours été liée à tout ce qui était le monde de la santé. Quand on a commencé à utiliser la technologie pour se développer en santé, ça a pris un peu de temps. Vous savez, comme cette courbe-là qui vient comme ça, et puis hop, ça monte. Et là, aujourd'hui, on est là. On est dans cette croissance. Avec l'e-health, c'est toute une série d'informations qui sont arrivées, bam. Et ça continue à monter, ça continue à aller très très rapidement. Alors, je vous disais une petite anecdote, quand on a commencé avec la technologie tout au départ, en fait, la technologie arrivait dans les services de santé, il y avait les médecins et les infirmières et d'autres paramédicaux pour schématiser, et c'était à celui qui allait avoir une petite sensibilité et qui allait gérer cette technologie. Et donc, si vous étiez un médecin un petit peu, voilà, ben vous saviez toucher sur les boutons. Si vous étiez une infirmière, vous vous intéressez un petit peu, puis vous discutiez avec ce qu'on appelait le délégué médical qui venait à l'époque, qui vous expliquait un peu, vous regardiez un petit peu dans les documents, etc. Et vous essayez d'être le mieux à l'aise possible avec cette technologie pour avancer. Et là, à ce moment-là, il y avait une grosse crainte. C'était que quelqu'un, on ne sait pas qui, prenne notre place, prenne notre job, fasse les choses à notre place. Et on disait, mais non, nous, il y a les médecins, il y a les infirmières, et on ne veut personne d'autre, surtout pas. Et on a déjà dépassé ce stade-là. Et donc, aujourd'hui, on doit accepter qu'il y a des choses qui nous dépassent. On est expert dans un domaine, mais on ne peut pas être expert dans tous les domaines. Et donc, on doit aller chercher l'expert qui est expert dans ce domaine-là et le laisser venir l'amener à nous. Et nous, en tant que professionnels de santé, lui donner les clés, lui dire, toi tu es expert dans ça, dans le digital, nous on est experts dans la santé, on veut que tu nous aides, et pour nous aider, on va te dire comment ça fonctionne dans la santé. Parce qu'effectivement, dans la santé, ça fonctionne différemment. Et donc, c'est à ça qu'on doit arriver. Comment on identifie cette personne? Ce n'est pas nécessairement un Superman, mais je pense que cette personne doit être capable de comprendre sa matière à elle, et de l'imposer en tant que telle. Vous savez, dans le monde médical, on aime bien montrer qu'on est les experts et qu'on sait. Mais très rapidement, si on a face à nous quelqu'un d'autre qui sait, pouf, la coque, ah ok, celui-là ou celle-là, elle assure. Et donc, je crois que cette personne au départ doit vraiment être assertive par rapport à sa propre connaissance et oser venir vers nous et dire tu dois m'aider pour que moi je puisse t'aider. Parce que de toute façon, c'est moi qui ne sais pas bosser. Et donc, à partir du moment où on arrive à avoir ce contact, cette relation, alors je pense que c'est bien. Ouais. Ça veut dire que l'irréférent, il doit être d'abord avec un bagage digital? À mon sens, oui, parce que le reste, on l'a. On est dans un monde de santé. Donc si, en tout cas, il doit avoir une grande affinité avec ça. Parce que finalement, c'est ça dont on a besoin, c'est cette aide. À mon sens, oui. Alors on aura toujours des exceptions. La super infirmière qui est geek, le super médecin. Mais comme tu as dit tout à l'heure, ils ont envie de faire leur job aussi de soignant au départ. Donc ça peut être d'autres modèles. Ça peut être des gens qui sont déjà dans la santé, mais ça peut être des biochimistes, ça peut être des ingénieurs, ça peut être des techniciens, ça peut être des laborantins. Voilà. Moi, je pense qu'il y a des tas de métiers qui peuvent entrer là-dedans de cette façon-là. Ouais. Oui, et ça m'évoque aussi la question de finalement quel est le but, ce référent e-santé, qu'est-ce qu'on veut? Ça rejoint un peu la présentation aussi sur, par rapport aux patients, mais de manière plus large. Est-ce qu'on veut qu'il y ait de l'innovation pour qu'il y ait de l'innovation? Et finalement, c'est ça qu'on recherche. Est-ce qu'on veut que les soignants, finalement, fassent un effort d'utilisation de nouvelles technologies, mais est-ce qu'on souhaite que ça leur apporte quelque chose? Ou est-ce que simplement le fait que ça apporterait quelque chose aux patients justifierait qu'ils fassent l'effort de formation? Toutes ces questions aussi sont très complexes et touchent à beaucoup de choses. Et je pense que ramener la simple question de pourquoi on le fait, pourquoi c'est important, ça va apporter quoi à qui, on a vu, on n'a pas tous les mêmes besoins en jeu. On a des start-upers qui sont pressés d'entrer en contact avec la population et de tester leur outil. Et pour ma part, alors je ne suis pas référente en e-santé mentale, mais dans mon travail, il y a aussi
peut-être de ramener cette humilité et le côté complexe de tout ça. On amène du changement. Alors moi je suis psychologue de formation, rien qu'amener du changement, c'est complexe, ça vient travailler plein de choses. On vient avec de l'innovation, on veut approcher les patients pour tester des outils dont on ne peut pas encore forcément démontrer qu'ils apportent quelque chose. Ça implique que des soignants fassent potentiellement un effort d'adaptation pour des outils dont ils ne sont pas forcément persuadés du bien fondé, dont on n'a pas forcément encore de preuves que ça fonctionne. Donc finalement, je trouve que chacun, quelque part, doit fournir un effort, et que dans mon boulot, il y a peut-être aussi ce côté plus médiateur, d'essayer d'entendre tous ces points de vue qui n'ont pas forcément tout le temps les mêmes objectifs ou enjeux, pour en tout cas faire en sorte que ces questions soient posées, qu'il y ait un espace pour se demander, et pouvoir accompagner des outils jusqu'aux patients quand ça a du sens. Mais moi je le prends aussi d'un niveau très très large. Ce référent, c'est un peu ce médiateur qui n'est ni pris par l'inquiétude de les technologies sont dangereuses, l'utilisation des données, il y a un côté parfois un peu drama sur ces aspects de qu'est-ce qui va advenir de nos données, et est-ce qu'on ne va pas remplacer des métiers humains, surtout dans la santé mentale qui par définition est encore plus humaine. Et puis le côté, voilà, on ne va pas non plus forcer des outils à être testés si finalement c'est lourd, c'est coûteux pour tout le monde et qu'on ne peut pas vraiment identifier une added value pour les patients. Donc voilà, ramener tous ces aspects-là aussi dans ces questions très intéressantes, mais qui ramènent plus largement à qu'est-ce que cette innovation vient dire aussi, et qu'est-ce qu'on y met et à qui ça rapporte quelque chose. Donc ça fait que d'autres e-référents, en plus d'avoir un côté digital, doit aussi être clinicien et un peu philosophe, ne pas perdre la question du sens. Alors j'ai envie d'interroger peut-être Martina sur sa formation initiale. Je ne sais pas si elle en a parlé aussi, est allée vite là-dessus, de dire comment elle est arrivée, par quelle voie. Et puis en deuxième question, peut-être pour l'ensemble des intervenants, comment on fait pour former des e-référents demain, parce que finalement, quelqu'un qui n'aurait fait que du digital, il faut cette fibre clinique. Quelqu'un qui aurait la fibre clinique, il doit avoir ce côté un peu geek. Même s'il est geek, il faut qu'il ait du bon sens et de l'éthique. Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas un manque dans les institutions ou quelque chose à faire pour justement former cette profession de demain? Ou bien est-ce qu'à l'heure actuelle, d'après vous, sur le terrain, on a déjà tout ce qu'il faut? Martina, et puis les autres. Okay, so yeah, I'm a psychologist. And I'm a trained CBT therapist, and my way to e-mental health was, I think, my own way. So it's not that somebody pushed me into it, but that at a very early age I was interested in that. So already during my studies, which is already like 12 years ago, so it's quite some time. And from then on I progressed and had several ideas and got into communication with several people who were interested in that. And I think, but I wouldn't say that this is like a way to go for everybody to do that. I think that is that sounds more like pioneer's work to me. So it's more like a way of course you have to be interested in e-mental health and digital solutions, whatever they might be, and be open to that. But I think training as an e-mental health referent, the way I am now, means that you need to have a clue. But first of all, you're a communicator. You need to know how to communicate with the different kind of stakeholders and have an idea of what they do. Of course, it's your own trade that you know the best because that's where you're coming from. And there's always, of course, something that you have to have in mind, and I think that is one of the most important things. Is as a psychologist, my main aim is to first look after the patients. That's what I have to have in mind at first, and then my own profession. These are the two main things, and then after that, I have to just find a way and find a path in order to just get along and find new ways and solution in that field.
And I think how to contact people, how to get in contact with people, how to know where to contact the IT, for example, just to implement a new tool is something that is very important, but that also already is a big aim in institutions where you work with your own things. So having somebody who contributes to that is very, very important. So I would rather say that I don't think you need to be everything, but you need to have like in mind what is it, and knowing what like a startup needs in order to get along, but also what are the obstacles that at the moment we're in a phase of research and testing tools. That is what we do mainly with startups, because there are not many tools out there that we can already use. So of course there are also questions as a researcher that you have to have a look into it. But also guiding somebody through and having a look there. So I think this is a profession that's going to change over the years already. So it has changed since I've started in that field. I've just been there for a couple of years, so it hasn't been there before. But even my profession or my idea of things have changed a lot, and I think that's something that needs to be there, and somebody has to bring to the table themselves. But I think being trained in different kinds, but I don't need to be like somebody who programs a kind of tool or something like to have an idea of that. But I need to have a look in what does it do for my institution. Is our IT possible to run the tool, or what might be the obstacles that we have to look into? So is there any data security difficulty that comes with the tool that we need to address, even though I think it's a great tool, but is there anything? So I need to have contact to our law department in order to find out about these kind of things. So I think there's much more about communication that we need to have a look at, and as well having a guideline that runs through the institution that we have to look at. So I think these are the things that I would say are very, very important in order to be an e-mental health referent at the moment. But I think it's a changing job, so it's going to be different in like a year or two. Merci. Qui veut prendre? Oui, merci. Notre collègue vient de dire, je retiens en tout cas 3 mots, enfin elle en a dit beaucoup plus bien sûr, mais je voulais réagir à trajectoire, pionnier et patient. Oui, il faut évidemment que les gens soient formés, mais on entend bien que chacun a sa manière à lui d'arriver à une formation, d'arriver à un poste, d'être là à un instant T dans une organisation. C'est un chemin personnel. Mais encore une fois, je voudrais dire qu'il y a un cadre, et le cadre européen, eh bien, qu'est-ce qu'il a mis en place? Il a mis un socle des droits sociaux pour un plan d'action à l'horizon 2030. Et 2030, eh ben, c'est bientôt. Et en tout cas, c'est que 60% des Européens adultes soient formés chaque année à ce qui est le numérique. Donc, d'une certaine façon, on n'a pas à s'inquiéter. Vont être mis en place des dispositifs, puisqu'il y a des catalogues numériques, il y a des comptes de formation individuelle, de fonds. Bon, il y a toutes des perspectives. Là, on est vraiment en train de parler d'un métier qui existe un peu de manière pionnière, en effet, ici, là, mais qui va être un vrai métier, certainement. Je pense qu'il gardera ce nom-là, mais en tout cas... Alors, ne soyons pas trop pessimistes, parce que le système va apporter un ensemble de dispositifs qui permettront bien de savoir qui on est, ce qu'on veut faire, et puis à la jeune génération des ingénieurs ou des médecins ou des soignants, quels qu'ils soient, qui auront des doubles formations, comme on a aujourd'hui des doubles formations en sciences sociales et digitales. C'est tout à fait nouveau, mais tant mieux, ça se fait. Voilà, parce qu'il y a derrière des enjeux très compétitifs de l'Europe. Parce qu'aux États-Unis, il se passe des choses très importantes en termes de digital. Vous savez que nous avons des concurrences, parce que c'est toute l'idée de la concurrence. Il faut des gens formés, qualifiés. Les Chinois, j'en parle pas. Hein. Mais bon, voilà, il y a quand même un monde qui se dessine avec du digital,
Alors il y a le digital privé et il y a le digital aussi de l'État, avec la numérisation de la société, et des e-référents donc dans tous les secteurs au fond de l'économie. Voilà. Peut-être un petit commentaire aussi sur cet aspect. D'où doit venir ce mouton à 5 pattes? Alors moi je pense que ça n'a aucune importance qu'il vienne du côté technologique ou du côté métier de l'hôpital. Tout simplement parce que quand on regarde une institution de soins, son modèle d'organisation, c'est un modèle vertical. Et le médecin spécialiste du petit doigt de la main gauche ne connaît pas celui spécialiste du petit doigt de la main droite. Et donc on est dans un monde extrêmement verticalisé où les professions ont assez peu d'osmose. Alors, dans certains métiers, effectivement, dans certains métiers de soins, il y a de l'osmose. Je pense par exemple en oncologie, ils sont obligés de faire du travail multidisciplinaire, mais c'est assez rare. On est sur des métiers qui sont très segmentés, avec peu d'osmose. A l'inverse, le monde de la technologie, le monde du digital, c'est un monde transverse. C'est un modèle d'organisation totalement différent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un data manager qui doit produire des données, analyser, sélectionner des dictionnaires d'informations, par exemple la clinical CT, qui est la terminologie médicale qu'on utilise dans le domaine de la santé au niveau international, c'est lui qui va choisir le dictionnaire qu'on va utiliser pour encoder de l'information et demain faire l'intelligence artificielle. Mais si vous dites ça à un praticien de santé, il ne va pas comprendre. Pour lui, ça le dépasse. Lui, il veut utiliser son vocabulaire habituel. Et donc, il y a tout un travail de reconsidérer deux modèles et d'arriver à les faire fonctionner ensemble. Donc, l'important n'est pas d'où on vient, l'important est de la curiosité qu'on porte à l'autre côté. Ça, c'est vraiment pour moi le challenge. Et on a dit tout à l'heure une chose extrêmement importante, c'est comment on va conduire le changement. Parce que le digital, c'est pas de la technologie. Le digital, c'est la création d'usages nouveaux, la manière de travailler différemment. Et l'impact est la chose qui est la plus compliquée, c'est de dire à des professionnels de santé, hier on travaillait comme ça. Aujourd'hui, avec nos nouveaux outils, on ne va pas vous dire comment travailler, on va créer ensemble de nouveaux usages. Et pour les soignants, c'est compliqué. Je vais vous donner un chiffre. Le stéthoscope, qui est quand même l'archétype du médecin dans l'hôpital, ça a mis 100 ans pour s'imposer entre le moment de l'invention et le moment de la généralisation. 100 ans. Là où on vous dit aujourd'hui, une année Internet, c'est 3 mois. Et donc, on est face à un monde extrêmement compliqué, donc ça va prendre du temps. Mais l'élément de base de ça, et je pense que c'est vraiment le talent qu'on doit aller chercher pour avoir des référents en santé digitale dans les institutions de soins, c'est des gens qui sont capables d'accompagner la pratique vers une intégration vertueuse de la technologie. Et on est très très loin aujourd'hui, parce que d'un côté, on a des startups par milliers, quand même 325 000 applications de santé aujourd'hui dans les stores, 10 000 applications de santé numériques dans les stores, 10 000, dont la plupart n'ont jamais été validées par personne, mais sont quand même disponibles sur les stores Apple ou autres. Donc quelque part, on a un tsunami de technologie, donc on ne sait pas très bien ce qu'on va en faire. Et de l'autre côté, on a des praticiens qui veulent continuer à travailler comme ils ont toujours fait, comme on leur a appris, parce que c'est des sachants qui sont positionnés sur un système. Et donc, si on doit mener une conduite du changement, je pense que c'est vraiment ce genre de fonction qui doit apporter ça. Et si on attend un talent véritable, c'est celui-là. C'est être capable d'accompagner une transformation de la pratique. Si on arrive à faire ça, ce job, c'est un job rêvé et il y en a pour 5 ans de travail. Je suis très d'accord. Je pense que oui, cette question du changement d'habitude. En psycho, on a des tonnes de théories sur tout ça, l'implémentation d'intention et qu'est-ce qui fait que de l'intention d'utiliser un outil, on se retrouve à effectivement utiliser cet outil avec des patients. On sait qu'il peut y avoir une cascade d'étapes entre l'intention et l'action. Et donc, alors moi je ne veux pas du tout être pessimiste, j'aime bien faire l'inverse et dire c'est très complexe, et plutôt que justement, j'ai beaucoup travaillé ça avec des chercheurs, parce que on en parlait avec Macha, un doctorant sur 2 abandonne sa thèse en cours de route, et donc beaucoup de choses qui ont été énoncées par rapport au protocole, au fait d'engager des patients, d'ouvrir la porte d'une institution de soins quand on en est extérieur, c'est souvent compliqué et décourageant en soi. Et donc voilà, être bien conscient qu'on s'attaque à quelque chose de complexe, qui vient toucher à plein de choses, qui font plus ou moins freiner, faciliter, et que c'est pas lié à notre outil ou notre situation. Déjà, ça peut peut-être aider à accepter une certaine lenteur ou une certaine complexité à laquelle on se confronte. Et c'est ce qu'on faisait avec les doctorants, c'est on ne va pas abandonner, partir en courant à la première difficulté, mais plutôt très humblement considérer qu'on est dans un système
qui est complexe, que le changement est complexe, que passer à une nouvelle pratique, effectivement, si en plus on n'en est pas soi-même convaincu, voilà, et là je le dis en riant, mais réellement on peut se poser la question, si on n'est pas soi-même convaincu en tant que je suis soignant et j'utilise cet outil et je ne suis pas persuadée que ça a un intérêt, est-ce que ça peut marcher? On a aussi des études qui vont montrer qu'il y a un effet de ça. Le simple fait d'être convaincu que ça va fonctionner augmente la probabilité que ça fonctionne et ça se vérifie objectivement. Donc voilà, ça vient vraiment poser plein d'aspects très compliqués qui j'espère aussi peuvent aider à pas prendre ça de manière personnelle si c'est lent et complexe, parce que, en tout cas, la littérature grouille de données qui montrent que c'est complexe et que c'est normal que ça prenne du temps, et pour autant, ça n'en annule pas du tout l'intérêt. Et je trouve que souvent, on va se centrer sur les outcomes et les conséquences des choses, et qu'on oublie tout le processus, et que étudier tout le processus et toutes ces étapes de contact qui ont été pris, qui n'ont pas fonctionné, et on a beaucoup parlé de ça avec Vinciane dans le cadre des startups, considérer que toutes les étapes, même si on n'a pas réussi à tester son outil auprès des patients, mais considérer que tout ça fait partie de ce processus de changement, et en tout cas est une jolie tentative d'aller propulser un changement ou l'utilisation d'un outil, fait déjà partie de ce processus, et ne pas tout centraliser sur on a été au bout, on a testé et on a des datas qu'on peut collecter, parce que si on se centre uniquement sur ça, on augmente aussi la probabilité de se décourager et d'abandonner. Merci Marie. Alors, je suis en train de m'inquiéter de la future santé mentale des irréférents en santé mentale qui vont devoir gérer ce changement dans les institutions. Peut-être qu'on peut prendre... donc on avait ces questions, mais je pense qu'on y a plus ou moins répondu. On peut éventuellement prendre l'une ou l'autre question dans l'assemblée. Et puis après, il y aura un petit QR code pour vous permettre de faire des commentaires en ligne sur ce qu'on a dit aujourd'hui. Mais voilà, s'il y avait une remarque, une question. Oui, je vois là-bas. Est-ce que... Maybe I'll stand up. I do have a question because I've been both patient and I'm still carer for my wife. And I've seen how in the mental health institutes, how already technology became apparent. About 8 or 10 years ago, it was health practitioners trying to type into the medical files of patients, which wasn't easy for them, so they had to learn how to do that quicker. And I always found that I was already typing faster than my practitioners. So they had to learn that, and they kind of did well, because if I see how they work now, they work really, really fluent and really, really fast with the technology that are being provided. So my question actually is like, why being so scared about evolution? Because it's just a matter of doing it. I don't see the problem. I only see like, just get along with it, because it's what being asked for. So why so scared? Je pense que c'est une excellente question. Toutes les études montrent que les patients sont plus intéressés au changement par la technologie que les soignants. Et que le niveau de confiance des patients est beaucoup plus élevé que celui des soignants. Alors, ça c'est le fait. Maintenant, l'explication, on doit regarder la pression gigantesque qui pose sur le monde des soignants au sens large. Et le Covid a été, je pense, un moment de catalyse important où on a eu un gros choc sur tous les professionnels de santé quasiment au niveau mondial. Donc il y a dans le chef des professionnels de santé, ou de soins plutôt, une surcharge de travail. Pour qu'ils puissent intégrer correctement ces technologies dans leur mode de travail, ça va leur demander de changer. C'est un effort supplémentaire. Et toute personne qui fait de la conduite du changement sait que dans un premier temps du changement, la performance baisse. Donc ça veut dire qu'on doit demander à des gens qui travaillent, je vais chiffrer, mais prenez les chiffres dans l'absolu, à 130% de leur capacité,
de continuer à travailler à 130%, mais au lieu que ça serve à 100%, que ça serve à 80% pendant une période donnée. Et donc, on est face à une extrêmement grosse difficulté de dire, pour travailler mieux, il va falloir travailler différemment, mais pendant une certaine période de transition, on va perdre de la performance, on va perdre de la qualité, on va perdre de la productivité. Et ça, c'est là qu'est le nœud du problème. C'est pour ça que la conduite du changement, et quand on dit un irréférent, moi je pense qu'il ne faut pas un irréférent pour une institution hospitalière qui compte des milliers de gens, il en faut toute une tribu, pour être capable d'arriver vraiment à avoir un impact quasi industriel. Parce qu'aujourd'hui, le challenge de l'e-santé, il est simple, il est adolescent, il faut passer de l'artisanat à l'industrie. C'est ça qui est devant nous. Et pour répondre à votre question, on est sur le début du chemin. Et on n'est malheureusement, aucun système de sécurité sociale au niveau international ne l'a compris. Les seuls qui l'ont compris, c'est notamment en Amérique du Nord, les assureurs, qui ont bien vu l'intérêt d'augmenter la productivité pour réduire les coûts. C'est les seuls qui ont compris l'intérêt de la chose. On peut espérer que dans un autre monde, qui est notre monde de sécurité sociale où on protège l'individu, on puisse travailler autrement et avoir un autre impact sur la qualité des patients. Merci. Oui, on peut évidemment... pardon, je voulais réagir à ce qui avait été dit. Il y a une question. Non, je voulais dire en fait, oui, évidemment on peut commencer dès maintenant, mais on ne travaille pas seul. Hein, c'est l'acteur dans un système, hein, c'est l'acteur réseau. C'est quand même l'irréférent, il ne va pas pouvoir faire tout seul tout dans une institution. Et là-dessus, je voudrais rendre un peu hommage à Bruno Latour, qui est décédé dimanche dernier, vous savez sans doute. Et c'était un grand penseur de l'organisation des systèmes. Et en fait, il a amené la sociologie de la traduction. C'est l'idée que quand chacun est dans son monde, chaque acteur est différent, dans des identités, des métiers différents. C'est d'essayer de mettre en commun, de créer des espaces où on peut avoir un langage commun, une culture commune, pour essayer d'y arriver, parce que c'est extrêmement complexe, comme on l'a souligné. Alors ça demande évidemment d'autres organisations de travail, d'autres rapports aux autres métiers. Quelqu'un a dit dans la journée, il faut mettre à l'horizontale les choses et non pas en hiérarchie, avec en effet les patients aussi associés les usagers associés à cette démarche. Merci Laurence. Il y avait, je pense, une question là-bas dans le fond d'abord, mais si on prend dans l'ordre, c'était d'abord monsieur, c'est comme à la boucherie. Je fais le fromage. Alors, c'est plus une remarque qu'une question. Moi, j'ai pas du tout de formation médicale ou de soignant. Je viens du milieu essentiellement technologique et de l'informatique. Et dans le monde de l'informatique, c'est pas la première fois qu'on a ce genre de thématique qui revient. Notamment, je vais prendre un exemple assez simple. On peut faire un parallèle très, très rapide avec ce qu'on appelle aujourd'hui les technico-commerciaux. Donc des gens qui sont à la fois techniciens et à la fois commerciaux. Et je me pose la question, est-ce que l'irréférence, ça pourrait pas être comme ça l'est actuellement, non pas un poste à proprement parler, mais un dialogue, un duo entre les personnes qui bossent dans le département IT et une équipe ou des référents santé. Merci. En tout cas, votre remarque, elle rejoint effectivement. Moi, j'ai envie de dire que s'il y a un mot que je devais retenir, tout en retient 3 mois, c'est communication, effectivement. Et donc, j'aime bien votre idée que ce ne soit pas un poste, mais plutôt une mission, finalement, je ne sais pas comment il faut appeler ça, mais un échange, un facilitateur de communication entre ces différents niveaux. Et donc, il me semble que quelque part, poser la question comme vous le faites, c'est y répondre, que oui, ça devrait aller dans cette voie, mais il y a peut-être des avis plus pointus sur la question, soyez-vous. Pointus, je ne sais pas, mais dans beaucoup d'organisations, dans beaucoup d'hôpitaux généraux maintenant, on commence à avoir des responsables de l'innovation et avec aussi des formations qui sont diverses, des gens qui peuvent venir effectivement du monde de la technologie, mais aussi de la communication et qui ont comme mission de gérer tout ce qui est innovation au sein de l'entreprise, aussi bien des innovations en termes d'idées qu'en termes de concepts, qu'en termes matériels. Donc, je
pense qu'effectivement, tout à l'heure je pense que c'est madame qui disait, bon, on ne sait pas si c'est ce nom-là qu'on va garder, mais il y a une entité en tout cas, et probablement en fonction de la grandeur de l'organisation, des équipes qui seront menées, enfin là aujourd'hui, je ne vais même pas parler au futur, mais qui doivent être identifiées à ce genre de métier. Et donc tout est à faire, ça c'est formidable. Un autre aspect que je voulais développer par rapport à ce qui était dit tout à l'heure, mais qui est en ligne totalement direct, par rapport à ce que vous disiez des silos qui se trouvent dans les organisations, pas tellement loin d'ici qu'au démarrage de la pandémie, lorsqu'il a fallu dans les hôpitaux généraux annuler tous les rendez-vous. Donc je ne sais pas si vous imaginez les centaines et les milliers de rendez-vous qui sont bookés dans les organisations, et il faut annuler ce rendez-vous. Dans un des hôpitaux dans lequel j'étais, la question c'était est-ce qu'on envoie un SMS ou est-ce qu'on prend contact avec le patient? Et donc c'était crucial, il fallait décider très très rapidement. Et on a décidé de prendre contact avec le patient. Donc on a réquisitionné toute une série de personnes dont le métier, ce sont des administratifs, et on leur a dit, c'était un jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on contacte téléphoniquement tous les patients pour leur expliquer que voilà ce qui se passe, on doit annuler les rendez-vous, et en même temps, il y avait une espèce de protocole, et on voulait savoir comment le patient se sentait. Donc on ne voulait pas juste lui donner l'information, c'était vous êtes en contact avec le patient et vous essayez de lui dire comment tu te sens, comment ça va pour vous, et est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous dans cette angoisse finalement, parce que si vous vous souvenez, on était tous dans l'angoisse, on ne savait pas très bien dans quoi on allait. Figurez-vous qu'après cet épisode, donc ça s'est très bien passé, les patients étaient super contents qu'on les appelle, etc. J'ai eu avec mes équipes un contact avec un médecin, qui est un médecin qui rapporte à la clinique, donc qui a énormément de patients, parce que ses prestations font qu'il attire énormément de patients, qui était en colère parce qu'il estimait que c'était ses patients et que les administratifs n'avaient pas à contacter ses patients. Et donc, pourquoi je partage ça avec vous, c'est qu'il faut que vous imaginiez dans quel monde on est encore aujourd'hui, avec quel biais on vit encore aujourd'hui. Et quand vous avez dans un système de santé qui est financé à l'acte encore aujourd'hui, c'est-à-dire plus vous bossez, plus ça rapporte à l'hôpital, il est clair que quand vous avez 2, 3, 4 médecins qui font bien leur job, mais qui rapportent des patients, qui décident que c'est comme ça, c'est difficile d'aller contre ça. Et donc, vous voyez, je pense que c'est important de dire les choses qui ne se voient pas et qui sont la réalité des organisations aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que c'est si lent dans notre système pour que ça fonctionne? Pourquoi est-ce que... Pas parce qu'on a dit, les patients, ils veulent tester, ils veulent que ça aille vite. Et vous voulez aussi que ça aille vite. Mais ça arrange aussi toute une frange de la population professionnelle que les choses prennent du temps. Et donc si nous tous ensemble, au fur et à mesure, on arrive à aller au-delà de ça, on va améliorer les choses. Et moi, je suis très positive aussi, et le fait qu'on en parle de cette façon-là, c'est aussi très positif. Mais cet aspect-là, pour moi, est crucial. Merci Soyoun, je pense qu'on va devoir s'arrêter là, sinon on va se faire taper sur les doigts. Je vous renvoie donc à ce QR code qui vous permet justement d'aller au-delà, de donner vos avis à propos de cette question, voilà, qui va vous emmener sur une page qui vous permettra de dire tout ça, éventuellement de rester en contact aussi. Je remercie toutes les personnes de cette table ronde pour leurs interventions. Merci beaucoup et merci à vous pour votre attention.